page. Donc, voilà. On s'est arrêté la dernière fois sur les formules du Taylor. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, monsieur. Ok. Donc, on a dit que la dernière fois, on s'est arrêté sur les formules de Taylor. Donc, les formules de Taylor, ça va vous permettre... il y a beaucoup d'applications. On verra donc plus tard. Et ça permet aussi de définir les développements limites. Alors, premièrement, on va commencer par la formule de Taylor-Lagrange. Voilà. Donc, si j'ai une fonction f part d'un intervalle vers R qui est de classe Cn, sur AB, on a dit une fonction est de classe Cn, c'est le n fois dérivable et sa dérivée nème est continue. Donc, et elle admet une dérivée n plus 1, elle est n plus 1 fois dérivable, alors il existe un C dans AB tel qu'on a la formule suivante. Donc c'est quoi ça? Donc si on déchiffre cette formule de 14, vous aurez donc f de b, c'est exactement, vous remplacez 4 par 0, vous aurez donc f de b est égal à f de a plus f' de a sur 1 factoriel p moins 1, ainsi de suite. Donc, là, vous avez ici un vous avez ici vous avez ici un polynôme, regardez, c'est un polynôme de Rn, et ça s'appelle le reste. Bien, on va montrer ceci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer la fonction f de b. Hein? Regardez, c'est la même fonction qu'elle est là. F de b moins cette quantité, moins a, b moins x, 1 plus 1, n plus 1 factoriel. Ça veut dire que j'ai seulement changé ça par une constante. Je considère f de b moins qui reste avec une constante. Et a, cette constante a, elle est choisie de telle sorte à avoir g de a égale à 0. D'accord? je, je, donc je choisis A de sorte que G de A égale à 0. Bien. Maintenant, la fonction, on va appliquer donc rôle. La fonction G, elle est continue sur l'intervalle AB. D'accord? Dérivable sur l'intervalle ouvert AP. Et on a G de A égale à G de B égale à 0. Donc on a déjà supposé que G de A égale à 0. Si vous calculez G de B, donc F de B, si vous calculez F de P, là, P moins P, ça va donner 0. Et là, P moins P, ça va donner 0. Donc, elle va rester F de P. Bien. Donc, cette fonction G satisfait les conditions du théorème de Rolle. On a dit, elle est continue sur AB, dérivable sur AB ouvert, G de A égale à G de P égale 0. Donc, il va exister un C hein, dans l'intervalle AB tel que G' de C égale à 0. Voilà. On va donc calculer G' de X, puis remplacer le G' de C. Donc si je calcule G' de X, c'est ça. Donc ça va me donner ici 0, puisque F' du constant c'est 0, moins, là pour K égale à 0, on a juste la fonction F de X, donc ça va donner moins F de X. Et donc de K égale à 1 jusqu'à N, donc la dérivée de l'intérieur, donc ce qui est à l'intérieur dedans de la somme. Et là, donc la dérivée de ça, donc ça va donner b moins x n plus 1
fois un certain moins, donc ça va donner exactement b moins xn factoriel n, et le moins, ce moins-là, hein, ça va partir avec ce moins de la dérivée, et j'aurai là un plus. D'accord? Donc, dériver g', c'est facile. On dérive g, c'est-à-dire on dérive cette quantité-là. Bien. Maintenant, je dois dériver ce qui est à l'intérieur du signe somme. Hein? N'oubliez pas que j'ai donc une dérivée là. Donc, c'est une dérivée de produit. Donc, la dérivée de k, la dérivée de km, c'est la dérive, je tombe sur la dérivée de k plus 1 fois b moins x moins. Normalement, on a ici un plus, mais ça vient de ce moins-là. Donc, la dérivée de ce terme, c'est moins k b moins x k moins 1 sur k moins 1. Voilà. Bon, cette somme, je ne sais pas ce que vous vous rappelez, vous avez fait les sommes télescopiques, hein? Vous avez fait les sommes télescopiques? Donc c'est exactement ça. J'ai la somme d'un terme qui dépend de k plus 1, moins un terme qui dépend de k. Donc sigma de ak plus 1 moins ak, ça va toujours donner un seul terme. Donc c'est le dernier terme n. Donc ça va vous rester pour k égale à n. La dérivée n plus 1 fois sur n factoriel moins xn moins f' de x plus cette quantité. Donc f', ça va s'annuler avec moins f', et ça va rester donc le terme qui est là, plus ce terme-là. Donc moins 1 n factoriel x, p moins xn, plus ça. Donc ça, on a calculé la dérivée de g de x, ça a donné ça. Donc, je vais revenir à la condition g' de c égale à 0. Voilà, g' de c égale à 0, je remplace. Vous aurez donc ça, je remplace x par c, ça va entraîner, est égal à 0, ça va entraîner que a égale à fn plus 1 de c. Ok. Donc là, j'ai trouvé le a est égal à fn plus 1 de c, et on sait que donc g de a est égal à 0. Donc je vais calculer g de a là, ça va être égal à 0, donc je retrouve f de b et je fais passer notre quantité dans à gauche et on trouve le résultat. Voilà. Donc la démonstration, encore une fois, elle se base sur le théorème de Rolle. Donc je veux calculer cette quantité, il existe un certain C. Je considère toujours f de b moins cette quantité. Cette fois-ci, ce terme-là, j'ai dit, je vais le choisir A de telle sorte G de A égale à 0. Et donc on applique le théorème de Rolle. Et on arrive au résultat. Bien, donc ça c'est la formule de Taylor-Lagrange. Donc, là, on montre aussi, c'est-à-dire, je peux je peux donner la formule en commençant par f de a, d'accord, et exprimer les autres par a moins b. C'est la même chose. Donc, tout à l'heure, on avait ici f de b, et là, f de a, b moins a, b moins a. Donc, je peux faire la même chose pour a. Un exemple d'application directe de cette formule. Donc, si on vous demande de montrer, donc si vous vous rappelez en terminale ou bien en analyse 1, donc pour montrer ceci, cette inégalité, c'est très simple. Vous appliquez ou bien l'inégalité des accroissements finis, ou bien le théorème des accroissements finis. Car j'ai ici un ordre qui est égal à 1, qui est inférieur strictement à 2. Mais si on vous demande donc de majorer une fonction par un polynôme de degré supérieur égal à 2, là, donc vous êtes obligé d'appliquer la formule de Taylor.
Bon, je vais poser, donc pour, donc, pour cette inégalité, je ne vais pas la montrer. Donc, c'est un exercice facile, vous l'avez fait. Donc, il suffit d'utiliser des accroissements finis. Maintenant, je vais poser f de t, c'est ln de 1 plus t. Et je fixe x strictement 0. Et je vais appliquer la formule de Taylor à l'ordre entre 0 et x à l'ordre 3. Donc, d'après le théorème, donc cette fonction f de 1 plus t, elle est, on a dit, elle est indéfiniment dérivable sur son ensemble de définitions. Donc, on applique le théorème, il va exister un Cx, tel que f de x est écrit comme ça. D'accord? Donc, j'ai la somme de k égale à 0 jusqu'à 2, plus la dérivée troisième de Cx. Là, c'est b moins a, donc b, c'est égal à x. Et le a est égal à 0. Donc, b moins a, c'est x au cube. Bien, là, donc c'est quoi? Donc, si vous calculez ça, cette somme, vous trouvez donc f de x. Et là, vous aurez donc x carré, donc x1, pardon, f2, pardon, f de 0 pour k égale à 0. Vous aurez donc, là c'est 0, là c'est 0, d'accord? Là c'est 0. OK? Voilà. Donc là c'est 0. Donc f de 0, vous aurez donc ln de 1 plus 0, c'est 0. Donc f' de 0 sur 1 factoriel x carré. Donc c'est quoi f', hein? C'est 1 sur, on a dit, 1 sur 1 plus t. Donc vous aurez x, là, pour k égale à 1, vous aurez x. OK. Et là, pour f', vous aurez x carré 1 sur 1 plus t, donc factoriel de 2, et on arrête, donc puisqu'on arrive à l'ordre 3. Bon, là, pour être clair avec vous, donc normalement, c'est quoi cette somme? Donc, cette somme-là n'est autre que f de 0 plus f' de 0 sur 1 factoriel x plus f seconde de 0 sur 2 factoriel x au carré. Voilà. Je vais revenir. X au carré, d'accord? Si j'applique cette formule, là, f de 0, je calcule f de 0 ici, ça va donner 0. f' de 0, on a dit f' de ln, c'est 1 sur 1 plus t en 0, c'est 1. Applique, donc on multiplie par x, ça donne x. f' seconde de 0, c'est moins 1, 1 plus t au carré, ça va donner moins 1, x carré sur 2 factoriel, et donc vous retrouvez ça. D'accord? Donc, il suffit d'écrire la formule de façon simplifiée. Voilà, donc j'ai, normalement, c'est une flopse. C'est quoi comme ça? Voilà. C'est quoi? Regardez, j'ai f de x égale à x moins x carré. Donc, c'est ça qu'on cherche. On cherche ln de x supérieur à ça. Donc, je vais donc montrer que ça est strictement positif pour avoir
f de x supérieur à x moins x carré sur 2. Donc là, de cette égalité, j'aurai donc f de x moins x carré sur 2 est égal à la dérivée troisième de 6x, x au cube sur 6. Et la dérivée troisième n'est autre que ça. Et ça, donc, puisqu'on a dit que j'ai pris x positif, voilà. Donc, sur l'intervalle 0x, cette quantité est toujours positive. Et donc, finalement, vous aurez x plus x carré sur 2 est toujours inférieur à fx. Donc, voilà un exemple direct d'application de la formule de degré inférieur ou égal à 1. Généralement, vous utilisez soit l'inégalité des accroissements finis, soit le théorème des accroissements finis. Là, lorsqu'on vous demande de majorer une certaine fonction, JL, par un polynôme de degré supérieur ou égal à 2, donc vous aurez recours à la formule de taille. Bien. Maintenant, comme corollaire, la formule de Maclaurin. Donc la formule de Maclaurin, j'aurai donc que la fonction soit dérivable à l'ordre 1 plus 1 sur i, et 0, elle est dans l'intervalle i. Bon. Alors, pour tout x, dans i, il va exister un θ qui dépend de x, c'est qu'on a cette formule-là. Voilà. Donc, cette quantité, c'est toujours la même. C'est le polynôme. Et là, c'est le reste. Bon. Ça, c'est exactement, Maclaurin, c'est exactement ça là, sauf que à la place de A, je vais prendre 0, et à la place de B, je vais prendre X variable. D'accord? Donc, pour la démonstration, c'est la même chose. Donc, si je reviens vers la formule de Taylor, donc Maclaurin, où est-ce qu'il est la gamme? Voilà donc, là, Maclaurin, je vais prendre à la place de B une variable X, et à la place de A, c'est Z. Donc, il va exister un θ X, et là, vous aurez B moins A, ça va donner X, et si B moins A, ça va donner X. OK? Donc, c'est ça Maclaurin, c'est Taylor écrit autrement. Maintenant, pour l'inégalité de Taylor-Lagrange. Donc, comme vous avez fait, donc, comme on avait fait donc, dans l'inégalité des accroissements finis. Donc, je dois avoir toujours ma fonction qui est de classe Cn, n fois plus 1 dérivable, mais cette fois-ci, je dois avoir la dérivée n plus 1 fois bornée. OK? Donc, dans le cas des inégalités usuelles de Taylor, oui, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me pose des questions? نقرأ شيماء. C'est vous? Non, non, c'est pas moi. OK. Est-ce que vous suivez bien? Oui, j'ai bien entendu. Bien, donc là, on a dit, dans le cas des inégalités des accroissements finis, on a seulement besoin que la fonction soit, la fonction dérivée soit bornée. Hein, parce qu'on a, c'est quoi l'inégalité des accroissements finis? C'est quoi le cas? C'est f de A moins f de B est égal à f' de B moins A. Là, dans Taylor, j'ai le terme là, j'ai ce terme là, la dérivée n plus 1 fois.
Donc, pour appliquer inégalité Taylor-Lagrange, si j'effectue Taylor à l'ordre n, donc j'aurai besoin que la dérivée n plus 1 fois soit bornée. Et donc, je vais calculer la différence. Ça sera inférieur, ça, donc la norme, bon, ça c'est la valeur absolue, de x moins 1, n plus 1, n plus 1. Et ça, cette norme infinie, c'est le sup. C'est une notation. C'est le sup de notre norme infinie de fn plus 1, c'est le sup de fn plus 1 sur l'intervalle i. Tout court. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est une égalité de Taylor-Lagrange. Maintenant, pour la preuve, donc c'est facile, on peut faire la preuve, pourquoi pas. Donc ça, donc on a dit que la fonction f et Cn est de classe Cn, n plus 1 fois dérivable, donc je peux lui appliquer la formule de Taylor-Lagrange, c'est-à-dire qu'il va exister un set comme ça. Donc je vais faire passer ce terme ici, et j'aurai donc la différence, et je mets la valeur absolue. Donc ça va me donner la valeur absolue de ça multiplié par la valeur absolue de ça, et ça, c'est toujours inférieur au sup sur l'intervalle. Donc, f1 plus 1c, c'est toujours inférieur au sup de la fonction sur tout l'intervalle, que je note norme f1 plus 1 infini. Donc, c'est très facile. Démonstration. Bon, là, cette quantité-là, donc, on a deux quantités dans le développement de, pardon, dans la formule de Taylor-Lagrange. La première quantité, ça s'appelle la valeur approchée de f de b, bien sûr, avec une erreur inférieure ou égale à ça. Donc ça, en fait, on a approché la fonction f par ce polynôme. Donc la différence, ça va donner une certaine erreur, hein, qui est donc norme n plus 1 fois p moins a à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Et bien sûr, cette quantité est appelée le reste de Lagrange. Donc la première, ça s'appelle la valeur approchée de la fonction f au point B. Et là, ce qui est à droite, ça s'appelle donc le reste de Lagrange. Voilà, donc, on va passer maintenant à une autre formule, formule de Taylor-Young. Là, je vais prendre f qui admet des dérivés jusqu'à l'ordre n. Alors, il va exister une fonction qui vérifie donc la limite de cette fonction au point x bar est égal à 0 est telle que pour tout x, on a ça. Donc, à la place, regardez, donc la valeur approchée, elle prend toujours la même forme. Donc, c'est le reste qui change. Hein, le reste ici, c'est très simple, ça s'écrit d'une façon simple. C'est x moins x bar à la puissance n fois une fonction qui tend vers 0 au point x bar. OK. Donc, je ne vais pas faire la démonstration. Normalement, voilà. Ça, c'est la formule de Taylor. Donc, jusqu'à maintenant, on a fait la formule de Taylor-Lagrange. Dans un intervalle AB. Lorsque je prends B variable x et A égale à 0, on tombe sur la formule de Maclaurin. Et maintenant, la formule de Taylor-Young. Donc, la formule de Taylor-Young, donc le reste, ça s'écrit comme étant x moins x à la puissance 1, epsilon x. Avec epsilon x, c'est une fonction qui tend vers 0 en x bar. Là, dans le théorème de la formule de Taylor-Young, je n'ai pas besoin que la fonction soit de classe Cn et n plus 1 dérivable, comme dans la formule de Taylor. J'ai seulement besoin que la fonction admet une dérivée d'ordre n. D'accord? Donc les hypothèses ici, c'est moins fort que ceux de Taylor-Lagrange. Bien, pour la démonstration, vous pouvez la lire chez vous. Et si vous avez des questions, on peut vous les poser la prochaine fois. Bien, remarque,
Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, la formule de Taylor-Young utilise des hypothèses moins fortes que c'est sur F, bien sûr, que celle de Taylor. Car ici, on a seulement besoin que Fn existe. On n'a pas besoin que cette Fn, que cette fonction soit continue et que la dérivée n plus 1 fois existe. Là aussi, on peut donc là aussi, je peux donc définir ce que c'est l'inégalité de Taylor-Young. C'est la même chose. Hein, même... Attendez, est-ce qu'on a fait tout à l'heure la formule de Taylor-Young? Bon, je vais régler ça. Là. Ça c'est... Je vais régler ça, il y a un problème là. Je vais régler ça avant de déposer le... Bon, c'est déjà déposé le fichier, mais je vais donc... D'accord. Maintenant, la dernière formule de Taylor, c'est la formule de Taylor avec reste intégral. Voilà. Donc, j'ai besoin... Bon, on a ici, regardez, les hypothèses sont encore une fois très fortes, donc j'ai besoin que la fonction soit de classe n plus 1. Donc, alors, pour tout AB dans l'intervalle I, F s'écrit, donc regardez le premier terme, c'est la valeur approchée de la fonction, et le reste, là, c'est le reste, c'est une intégrale. Donc, pour la démonstration, on va procéder par récurrence. Si n égale à 0, bon, rien à montrer. Si n égale à 0, vous aurez là quoi? F de P. Là, vous aurez, bon, si n égale à 0, vous aurez F de B égale à quoi? Ce terme-là, si n égale à 0, j'aurai donc la dérivée zéroième de A, c'est la fonction A. Pardon, c'est l'image de f en A. K égale à 0, ça va donner ici 1, et ça va donner ici 1. Plus quoi? L'intégrale de A à B. Pour n égale à 0 ici, ça va donner 1, 1, et là, ça va donner la dérivée première, voilà, de t égale à dt. Donc ça, c'est vrai. Donc f de b moins f de a, c'est exactement l'intégrale de f' entre a et b. D'accord? Donc pour n égale à 0, c'est toujours juste. Toujours. Maintenant, je vais supposer que cette égalité est vraie pour toute fonction de classe Cn plus 1. Hein, pour toute classe, pardon, pour toute fonction de classe Cn plus 1, et je vais montrer que ça reste vrai pour une fonction de classe Cn plus 2. OK? Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, puisque j'ai pris une fonction de classe, puisque f, j'ai pris une fonction de classe Cn plus 2, donc j'aurai f et le de classe Cn plus 1. D'accord? Et dans ce cas, j'applique l'hypothèse de récurrence, c'est ça. Bien. Maintenant, je vais intégrer cette quantité-là par partie. Donc, je vais poser, donc, puisque là, l'intégrale de deux fonctions, donc je vais poser U, c'est Fn plus 1, c'est ça, et Fv, prime, c'est ça. Donc, U prime, ça sera Fn plus 2, et V, c'est la fonction terme. Bien. Donc, cette intégrale, ça va être U fois V,
Voilà. Donc, f1 plus 1 fois moins b moins t1 plus 1 sur 1 plus 1 factoriel entre a et b, plus l'intégrale de u' v'. Voilà. Et ça, au point B, ça va donner 0. OK, si je remplace t par b, ça va donner 0. Et au point A, ça va donner exactement ça. Moins, ça va donner b moins an plus 1 factoriel, f1 plus 1. Bien. Plus cette quantité. Donc maintenant, si j'insère le terme de droite dans la relation de 19, donc je vais revenir à ma relation de 19, c'est celle-là. Donc ça, je vais remplacer mon intégrale avec ça. Vous aurez donc cette quantité, plus celle-là, qui est là, plus ça. Et ça, c'est exactement hein, k égale le k où k est égal à n plus 1. D'accord? Je vais le faire entrer dans le signe sigma, et ça va donner donc sigma de k égale à 0 jusqu'à n plus 1 plus 100. Et ça, c'est exactement l'hypothèse pour n. Et c'est l'équation de 19 pour le cas n plus 1. Voilà, donc par référence, on revient sur ça. Bien. Donc ça, c'est la formule de Taylor avec un fin. Donc maintenant, on a terminé avec ces formules. Donc la formule de Taylor-Lagrange, formule de Maclaurin, de Taylor-Young et la formule avec reste intégré. Taylor avec reste intégré. Pour les applications, donc on va donc étudier, ça va être utilisé, on va utiliser ces formules pour approcher des nombres réels, pardon. Voilà, première application de ça. Bon, si on vous demande de donner une valeur approchée de la racine hein, de 4,001 à 10-6 près. Donc, je vais considérer la fonction, donc ça c'est la fonction, je vais considérer la fonction racine de x. Je vais donc poser a égale à b et b est égal à 4,0. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Taylor, elle va donner une valeur approchée de f de b. Hein, via, bien sûr, la valeur de A. Et donc, P-A, si je calcule P-A, ça va donner 10-3. D'accord? Maintenant, la fonction f de x, je vais donc me mettre dans les hypothèses du théorème de la formule de Taylor. F de x est C infini sur 0 plus infini. Donc, j'enlève le 0. Et le C infini, ça veut dire qu'il est de classe Cn et le n plus 1 dérivat. En appliquant la formule de Lagrange à l'ordre 2, donc vous aurez quoi? F de B moins F de A moins F' de A B moins E inférieur à ça. Donc là, c'est l'inégalité de Taylor-Lagrange. P moins A2 à la puissance 2 M plus 1. D'accord. Bien sûr, F de 2, c'est le max de la dérivée deuxième sur l'intervalle A. Donc ça, on a défini tout à l'heure. D'une part, donc c'est quoi f de A plus f' de A b moins A? Donc je remplace f de A, donc c'est f de 2, pardon, c'est f de 4, ça va donner racine de 4. F' de A, c'est 1, on a c'est 1 sur 2 racine de A, donc 1 sur 2. B moins A, on a dit que c'est 10 moins 3, et ça va donner cette valeur-là. Donc j'ai calculé ça, ça va me donner 2 plus 10 moins 3 sur 4. D'autre part, cette quantité-là, avec laquelle j'ai majoré ça, donc le max, donc si vous calculez, donc P moins A, c'est 10 moins 3 sur 2 factoriel. Si vous calculez le max, vous trouvez que c'est 10 moins 6, 8 racine cubique de 3, et ça, c'est toujours inférieur à 10 moins 6. Donc on cherche
qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une valeur approchée, c'est là, à f de b, qui est racine 4 plus 0, 0, 1, bien sûr avec une précision ici, 10 moins 6. D'accord? Et là, donc, en majorant ce terme, je trouve que c'est 10 moins 6. Donc cette quantité-là, 2 plus 10 moins 3 racine 4, si vous calculez ce terme, cette quantité, ça va donner 2 plus 0, 0, 0, 25. Donc ça, c'est une valeur approchée de racine 4,001 à 10 moins 6. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur l'exemple, sur l'application de... Bon, n'hésitez pas à poser des questions. C'est Omar Idrissi, Ahmed Bassou, Youssef Tangara, Diba, Hussein Le Bouti. Est-ce que c'est clair ça? Oui, monsieur. Parce que je ne vois pas vos visages. Donc, si je vois vos visages, je peux vous dire qu'est-ce que vous avez compris ou pas. Donc, ok, je vais passer à la même chose là. Donc, Monsieur, oui, oui, monsieur, pour la formule de Taylor, elle a des caractères locaux. des caractères locaux. Oui. Euh, Bon, explique un petit peu comment elle a des caractères locaux. C'est-à-dire, il bah, n'est j'ai vrai que déjà. au voisinage du point de Ah oui, référence. oui. Bon, là, regardez, je vais remonter vers le premier théorème. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, donc je prends deux points A et B, d'accord? Je prends deux Oui. points A et B et j'applique Taylor. Donc, si la fonction sur cet intervalle vérifie les hypothèses du théorème, alors je peux appliquer Taylor. D'accord? Donc, non, il n'y a pas de caractère local. OK? Si je descends vers, on a dit Maclaurin, c'est ça? Oui, c'est Si je McLaren. descends avec Maclaurin, là, Oui. je prends donc f dérivable sur I et 0 appartient. La seule condition ici, c'est que 0, que l'intervalle doit contenir I. Donc là, pour tout X, regardez, il n'y a pas de caractère local. Regardez, pour tout X, donc si j'ai cette hypothèse, pour tout X, je peux lui appliquer Taylor. D'accord? OK. D'accord, On n'a merci. pas dit, on n'a pas dit il existe θ X dans un voisinage de 0. Non, on a dit seulement il existe un θ X et qu'on a ça. Bon, je descends encore une fois vers Young. Là, là, je peux dire que, oui, Young, je peux dire qu'elle a un caractère local. Pourquoi? Parce que cette fonction, hein, elle tend vers 0, hein, au voisinage de x. Ça veut dire lorsque x tend vers x bar, epsilon x égale à 0, ça veut dire que je travaille autour de x bar. D'accord? Hein? Oui. Donc là, il a un caractère local partiel, hein, lorsque je veux calculer la limite en 0. D'accord? Lorsque je veux tendre x vers x bar. D'accord? Il a un caractère local partiel. Pour celle de l'intégrale, pour celle avec reste intégral, donc je ne crois pas, donc c'est la même. Donc là, seulement on change le reste qui dépend donc là, qui a une forme intégrale. OK? Oui, monsieur, merci. Là, bon, pour le... Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. OK. Bon,
Donc, toujours, donc, c'est le même exemple, mais cette fois-ci, on va changer donc, de valeur. Donc, on me demande, par exemple, de calculer la valeur approchée de sinus 0,01. D'accord? Donc, je vais poser la fonction f de x est égale à sinus x. Donc, vous avez fait ça? Non, pas tout. Vous n'avez pas fait ça, pas encore. Donc, là, je vais calculer, puisque je vais utiliser Tyler. Tyler, qu'est-ce qu'il a? Et donc, il définit par les dérivés successifs. Donc, je calcule les dérivés successifs au point 0. Voilà. Puisque je vais appliquer Tyler, bien sûr, entre 0 et 0,01. Donc, f' de 0, c'est 1, f seconde, f troisième, c'est moins 1. Donc, la formule de Tyler entre 0 et x, à l'ordre 3, hein, est donnée par ça. Donc, sinus x, là, c'est f, c'est sinus de 0. Là, c'est sinus prime de 0 sur 1 factoriel x. Là, c'est sinus seconde de 0 sur 2 factoriel, bien sûr, x carré. Là, c'est sinus troisième de 0, la dérivée troisième de sinus en 0 sur 3 factoriel x au cube. Et là, il existe un c. Ça veut dire qu'on a donc, qu'est-ce qu'on a? On a la formule de Tyler à l'ordre 3. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui reste de cette formule? Puisque sinus de 0, c'est 0, sinus prime de 0, c'est déjà calculé là. Ça va donner ça. Sinus de x avec ça. Donc, c'est quoi? On a dit pour approcher ça, on a dit que ce terme-là, il représente la valeur approchée de la fonction en ce point. On a dit ça dans une remarque. Donc, je vais calculer cette différence. Donc, sinus x moins ça, ça va être égal, regardez, c'est quoi? Par la formule de tout à l'heure, ça va me donner la dérivée quatrième au point c, x à la puissance 4 sur 4 factoriel. Et on sait bien que sinus, il est toujours borné par 1. Hein? Donc ça, c'est toujours... Pardon. Ça, c'est toujours inférieur ou égal à 1. Donc, cette quantité, ça va être inférieur à x4 sur 4 factoriel. Maintenant, je vais poser x égale à 0,01. Donc, sinus de 0,01, ça va leur approcher, c'est là. Il est inférieur à ça. Donc, par conséquent, une valeur approchée de sinus, c'est ça. Donc, si je calcule 0,01 moins 0,01 au cube sur 6, ça va me donner cette valeur. Bien sûr, c'est une valeur approchée de sinus de 0,01 et cette quantité, bien sûr, à 4,16 10 moins 1. D'accord? Là, on n'a pas fixé l'estimation. D'accord? Est-ce que c'est compris ça? C'est la même démarche. C'est la même démarche. Donc, une deuxième application de la formule de tout à l'heure, c'est... Monsieur, oui, oui. mais comment savoir que c'est cette formule-là qu'on doit utiliser? Parce que dans les deux exemples, vous avez utilisé deux formules différentes. Donc, je ne sais pas. J'ai utilisé deux formules différentes. Oui, je Non? pense les premiers exemples, on a utilisé la formule de Taylor-Young, non? Oui. Oui, Non, mais non, dans les... non, non. Comment utiliser les formules? En général, excusez-moi si je vous ai un peu fort. En général, je travaille avec la formule de Taylor-Young, de Lagrange. D'accord? Oui, C'est la formule mère. Hein? Mais c'est que ici, regardez, ici, en général, vous allez travailler avec ça. Ici, regardez, j'ai les hypothèses. Donc, chaque formule a une certaine hypothèse à donc à être, il doit être satisfait. Là, j'ai la
fonction qui doit être de classe Cn et n plus 1 fois dérivable. Ça veut dire, si je veux appliquer Taylor à l'ordre 4, ma fonction doit être de classe C4 et admet une dérivée cinquième. D'accord? Oui. Ça peut ne pas être possible, par exemple. Donc, vous pouvez, si votre fonction ne vérifie pas ça, regardez, vous pouvez aller vers la formule de Taylor-Young. C'est-à-dire, si vous avez seulement une fonction qui est 4 fois dérivable, d'accord? Elle est 4 fois dérivable, donc vous n'allez pas, et vous voulez, regardez, elle est 4 fois dérivable, et vous voulez appliquer Taylor à l'ordre 4. Donc, il se peut que la fonction soit seulement 4 fois dérivable, mais vous pouvez appliquer à l'ordre 3. Car à l'ordre 3, ça va vous donner la fonction qui est de classe C3 et qui est 4 fois dérivable. Maintenant, le problème se pose lorsque vous avez une fonction qui est seulement 4 fois dérivable et vous voulez aller jusqu'à l'ordre 4. Là, vous ne pouvez pas faire Taylor Lagrange, mais vous pouvez faire Taylor Young. D'accord? Donc, Oui. il nécessite seulement que la fonction soit 4 fois dérivable. D'accord? Le problème que vous allez rencontrer, c'est que lorsque vous voulez chercher une estimation, je n'ai pas une estimation de epsilon x parce que epsilon, c'est une fonction qui est abstraite. D'accord? Donc là, ça va vous poser un problème. C'est pour cela que je vous dis qu'en général, on utilise la formule de Taylor Lagrange. OK, c'est compris. Oui, j'ai compris. Oui. Là, autre chose, si on va plus loin vers la formule avec reste intégral, là aussi, donc j'ai besoin que la fonction soit de classe Cn plus 1. Donc c'est plus fort que Taylor Lagrange. D'accord? Mais en général, bon, d'une part, vous devez connaître les formules par cœur, les hypothèses qui mènent vers ces formules-là. Et d'autre part, je vous dis qu'en général, on travaille avec Taylor Lagrange. Mais n'empêche que ça, on peut donc rencontrer des exercices et des problèmes qui utilisent ces formules-là avec reste intégral et les autres comme Maclaurin et Taylor. Bien, donc pour les approximations, on a donc traité deux exemples. Je crois que les choses sont très claires. Mais on va terminer avec le calcul de limite. Donc je vais utiliser voilà. On vous demande. Bon, on va donc se contenter de chercher la limite de cette suite-là. Hein, 1 plus x sur r1 factoriel jusqu'à x1 sur n factoriel au point x qui tend vers l'infini. Bien. Là, je vais considérer la fonction f de x égale exponentielle x. Bien sûr, cette fonction est de classe infinie, elle est indéfiniment dérivable. Donc, l'inégalité de Taylor-Lagrange pour tout x dans R va s'écrire comme ça. Exponentielle x, sigma de xk sur k factoriel, inférieur. Donc ça, c'est exponentielle x. Normalement, c'est exponentielle c. Exponentielle c, puisque l'exponentielle est croissante, c'est une fonction croissante, entre 0 et x, donc exponentielle, ça va être supérieur à exponentielle x. Donc, qu'est-ce qu'il dit, la formule de Taylor-Lagrange? Donc, il va exister un certain c, voilà, et ça, c'est c. Normalement, c'est c. Mais puisque l'exponentielle est croissante, une fonction croissante, exponentielle c est inférieure à exponentielle x. D'accord? C'est pour cela qu'on a mis là exponentielle x. Donc, je retire ça. Une dernière fois. Voilà. Bien. Et ça,
Donc, cette quantité, vous pouvez le calculer rapidement. Hein. Pourquoi? Donc, vous aurez exponentielle 0. Donc, c'est quoi la formule de Taylor? Exponentielle 0 plus 1 exponentielle 0, c'est la dérivée en 0 fois x, sur 1 factoriel, plus ainsi de suite, exponentielle 0, x carré, sur 2 factoriel, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est cette quantité-là. Voilà. Ça va être inférieur à ça. Donc, à la dérivée, au point C, qui est majoré par exponentielle x moins 0, n plus 1, n plus 1, factoriel. Bien. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer la limite, cette limite-là. Donc, cette limite-là, ce terme-là, c'est exactement ce terme-là. OK? Ça va donner 1, x sur 1 factoriel. Hein? C'est exactement ce terme. Donc, pour montrer que cette limite, quand n tend vers l'infini, c'est exactement l'exponentielle, donc il suffit de tendre vers ce terme-là vers 0. Donc, on doit calculer la limite de ce terme. Donc, je vais poser un, la suite un qui est égale à x n plus 1 sur n plus 1. Et on remarque que un plus 1 sur un à quoi est égal? Si vous calculez un plus 1 sur un, ça va vous donner la valeur absolue. Bon, vous m'excusez un instant, je vais corriger quelque chose. Je vais l'oublier. Bon, quelqu'un demande la position. Voilà donc. Si vous calculez ce rapport, vous trouvez la valeur absolue de x, 1 plus 1. Et ça tend vers 0. D'accord? Quand n tend vers l'infini. Maintenant, ce rapport tend vers 0 quand il tend vers l'infini. Je vais appliquer donc la définition par les epsilon en choisissant epsilon égale à 1 demi. Donc, il va exister n0 tel que cette quantité-là est inférieure à 1 demi. Bien sûr, à partir d'un certain rang, n0. Et donc ça, je vais appliquer le produit à tout le monde. Donc ce produit-là, ça va donner quoi? Ça va donner... Je ne sais pas ce que vous avez fait ça. Oh non. Une analyse. Donc ça va donner UN sur UN moins 1 fois UN moins 1 sur UN moins 2 jusqu'à arriver à là, d'accord? Donc ce produit-là, c'est exactement ça. Donc si vous effectuez le produit, c'est exactement ça. D'accord? Et donc, ça, j'ai quel que soit n supérieur à n0, un plus 1 sur un est inférieur à 1 demi. Et donc, chaque produit-là, regardez, UK plus 1 sur UK, ça va être inférieur à 1 demi. Et puis, combien de termes j'ai? J'ai n moins 1
moins n0 plus 1, donc vous aurez inférieur à 1 demi n moins n0. Donc, par conséquent, donc, quel que soit n supérieur à n0, regardez ce un va être inférieur à 1 demi n moins n0. Hein, bien sûr, là, j'ai oublié d'ajouter le un0. Donc, celui qui est là. Bien, c'est-à-dire quoi, ça? Donc, quel que soit n supérieur à n0, un, il est majoré par une suite qui tend vers 0. Donc, un tend vers 0. Donc, un tend vers 0, si je reviens à ça, donc lorsque n tend vers 0, ce terme, on a dit, il tend vers 0. Donc, c'est la suite un. Ça veut dire que la limite, quand n tend vers l'infini, de ce terme est égale à x, d'où le résultat. Donc là, ça c'est pas x, ça c'est n. D'accord, donc je vais sauvegarder ça. D'accord, et donc ceci termine le calcul de cette limite et termine aussi la séance d'aujourd'hui. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. كانوا وصلتوا في التدين. كانوا وصلتوا في التدين؟ ما متبعينش التدين ديالكم. Ok, donc si vous n'avez pas de questions. Oui, le TD. Est-ce que vous avez terminé la série 1 de la dérivation? Non, monsieur. Non, monsieur, mais restez les gars. D'accord, d'accord. Donc, bon, si vous n'avez pas de questions, donc on se quitte et donc rendez-vous le jeudi, comme d'habitude. Donc, n'oubliez pas votre séance. Monsieur, c'est bon ça. Oui. Oui. J'ai une question concernant le cours passé. Oui, oui. Oui, je vous entends. Formule de Leibniz. Oui. Fg à la puissance n, x exponentielle de x à la puissance n. Oui, La dérivée nm de x exponentielle de x. Oui, c'est là. Oui, oui. Oui. La dérivée nm de x exponentielle de x. La dérivée nm de x exponentielle de x. X exponentielle de x. Oui, oui. C'est là. C'est l'exemple 1. Oui, oui. La somme k égale à 0 à n. Vous avez pris n égale à 1, c'est ça que je n'ai pas compris. Quoi. Ah, d'accord. Là, vous avez... Bon, si vous calculez... je vais prendre stylo. Donc là, ça, à quoi est égal ça? Pour k égale à 0, ça va vous donner Cn 0. D'accord? X 0, c'est x, c'est la fonction x. Et exponentielle x n. Dérivée n. Plus, pour k égale à 1, ça va donner Cn 1. 1, ça veut dire la dérivée de x, fois exponentielle x, la dérivée n-1 fois. Plus, ça va donner Cn2. À partir de là, tous les termes s'annulent. Pourquoi?
Parce que la dérivée seconde de x, c'est 0. D'accord? Oui, monsieur. Si vous passez à l'ordre 3, la dérivée troisième de x, c'est 0. Donc, on arrête à l'ordre k égale à 1. Donc, c'est pour cela qu'on a pris k égale à 1. Donc, si vous avez toujours, je l'ai dit la dernière fois, si vous avez le produit de deux fonctions et l'un des deux fonctions est un polynôme, on arrête toujours à l'ordre du polynôme. D'accord? Parce qu'à partir au-delà de l'ordre du polynôme, le polynôme s'annule, sa dérivée s'annule. C'est bon, c'est compris? Oui, monsieur. Mais C0N, on le remplace par quoi? 0n, Oui, CN0 plutôt. c'est X un 0, exponentielle de X plus. c'est la formule. C'est quoi CNK? C'est quoi CNK? C'est la combinaison. Donc, vous devez connaître cette formule. C'est K factoriel n par n moins K. Ça. Ou bien, ça doit être en bas. K factoriel. Donc, ça, c'est CNK. Vous devez connaître cette formule. Donc, c'est des combinaisons. Vous avez fait ça en terminale. Vous avez fait des combinaisons et des arrangements. Bien. Autre chose. Oui, c'est Donc, bon. je vais vous quitter. Si vous n'avez pas d'autres questions. Oui? Monsieur, Oui, Diban. donc on aura chaque lundi une séance ou bien c'est lundi et jeudi? Quoi? Je dis, est-ce que chaque lundi on aura une séance ou bien c'est juste lundi, c'est juste vendredi? Bon, non, normalement, le jeudi, vous avez la séance le jeudi. D'accord? Ouais. Avec moi. Mais puisque la semaine prochaine, il y aura encore, il y aura encore des vacances, des fêtes des musulmans. Ouais. Donc, peut-être je vais programmer la séance de jeudi le lundi avant. D'accord? Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Vous Ah aurez... oui, j'ai compris. Bon, je vais penser à ça. D'accord? Ok. De toute façon, pouvoir toujours consulter les annonces du module, vous aurez. Ok. Ok, donc à la prochaine et bonne chance. Donc, je vais arrêter l'enregistrement là. Et donc on se verra jeudi.